Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée au 26e sommet de l'élevage ici à Cournon d'Auvergne. Alors nous sommes un peu dans les coulisses du concours des plus belles bêtes. Ici ce sont de jeunes taureaux et de jeunes vaches charolaises. Tout au long de cette émission, Jérôme Doumingue nous présentera un petit peu les coulisses. Il s'est baladé sur les 18 hectares de ce sommet. Et tout de suite, je vous emmène là-bas, vers le ring. C'est là où se passent les concours. Vous voyez, avec les jeunes charolaises, c'est ce matin et c'est en direct. Comme promis, nous nous retrouvons ici à l'intérieur du Zénith d'Auvergne sous un tonnerre d'applaudissements, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour ces magnifiques charolaises qui sont ici en train d'être jugées. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Ici, habituellement, on a plutôt Eric Clapton ou Johnny Hallyday. Mais là, ce sont les vaches qui sont les reines de beauté, les reines d'un jour. Et nous allons tout de suite nous trouver sur le plateau. Nous allons voir nos deux premiers invités qui ont eu la gentillesse d'accepter de venir ici participer à notre émission spéciale. Messieurs, bonjour. 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 Fabrice Berton, vous êtes le directeur du Sommet de l'élevage, oui. Tout simplement. Et avec nous également Jean-Paul Portal, qui est éleveur dans le Cantal. Éleveur de limousines dans le Cantal, c'est un peu bizarre ça, non ? Oui, il y a des limousines partout en France et dans le monde entier. Donc, plutôt la salaire chez nous. Pourquoi pas dans le Cantal ? Alors, Fabrice Berton, est-ce qu'on peut dire ici que c'est un peu la Fashion Week, on va dire, de l'élevage français ? Si vous voulez, oui, on peut dire ça, oui. Nous sommes classés 3e salon mondial, donc c'est pas que au niveau français, c'est au niveau mondial, une présentation de la diversité des animaux au niveau génétique assez exceptionnel. Ce qui se fait de mieux en France et en Europe, eh bien, c'est ce qui est là. Oui, il y a d'autres événements, mais ici on a vraiment le top niveau de la génétique française. Alors en plus ici aucun problème d'anorexie, les modèles sont bien nourris. On va voir tout de suite comment ça se passe justement, comment on juge ces animaux sur le ring. C'était pendant le concours de limousine et on retrouve donc Jérôme Doumingue avec les stars d'un jour. En plein cœur du Zénith, lieu de concert, on le sait, mais aujourd'hui, les vedettes, ce sont elles, les limousines qui sont derrière nous, ce sont les stars de cette édition 2017. On est avec un éleveur ici qui présente l'une de ces bêtes. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Dites-nous, quel est le boulot d'un juge? Que regarde le juge sur ces bêtes-là? C'est de différencier entre les animaux, les choses qu'on cherche en premier sur les animaux, c'est-à-dire les épaisseurs, les largeurs de dessus. Alors ce qui est intéressant, on a le sentiment, les juges, quand ils passent en revue toutes ces vaches, ils regardent que le dos des vaches, pour ne pas dire autre chose. Et c'est là l'essentiel, c'est le U des vaches qui compte. Vous avez l'impression qu'ils regardent que le dos, mais ils regardent en fait pas que le dos, mais le dos pour une partie. Et ensuite aussi, ils regardent l'arrière-main, comment elles sont positionnées sur les pattes. C'est un ensemble qui fait qu'il va les différencier à un moment pour en mettre les unes plus en avant que les autres. Quels sont les atouts de votre bête à vous? Moi, la mienne, particulièrement dans son arrière-main, elle est très large au niveau de son arrière et elle a beaucoup de finesse d'os. C'est ses qualités premières. Après, ses défauts, je ne vais pas vous les donner parce que le juge va les entendre. Et à quoi c'est dû alors? À quoi c'est dû tout ça? À la qualité de l'élevage qui est le vôtre aussi? Oui, c'est les fondamentaux dont on recherche pour mettre en avant parce que c'est les morceaux qui finiront à la boucherie, c'est les morceaux les plus chers qui sont sur l'arrière et le dessus là, ce sont les morceaux chez le boucher qui se vendent le plus cher. Donc c'est là qu'on va mettre un peu l'accent dans la sélection pour avoir le maximum de bons morceaux. Ça veut dire que si vous avez une bonne note, cette vache-là vaudra de l'or? Oh, elle vaudra de l'or, non, mais elle vaudra peut-être un peu plus que
un peu plus que d'autres, oui, mais bon, on cherche toujours la perfection qui n'existe pas. Mais on essaye de s'en rapprocher pour justement, parce qu'à la fin de leur carrière, ça c'est des bêtes qui sont des reproductrices aujourd'hui, mais à la fin de leur carrière, elles finiront malheureusement à la boucherie et bon, il faut penser un petit peu à ça aussi. Alors cette bête dont on n'aura vu finalement que le dos, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Jalna. Merci, bon concours. On croise les doigts pour Jalna alors. Jalna, oui. Merci. Voilà, de retour ici à côté du ring dans le Zénith d'Auvergne. Jean-Paul Portal, quel est l'intérêt d'un éleveur de venir ici présenter ses taureaux ou ses vaches? C'est un intérêt uniquement économique? Quelle est l'idée? Non, ce n'est pas qu'un intérêt économique, c'est un moyen pour nous de montrer nos meilleurs spécimens de notre élevage et d'en faire la promotion. Vous avez été primé ici, hein, vous, et au salon également international à Paris. Oui, j'ai été primé l'année dernière ici, j'ai eu un prix au salon d'agriculture cette année en 2017. Avoir un prix, c'est un plus pour notre élevage. Mais c'est aussi, concourir dans un salon, c'est aussi un moyen de nous comparer aux autres éleveurs et de nous mettre en question pour progresser aussi. Alors les retombées sont concrètes pour vous, c'est sonnant et trébuchant. Un prix ici, ça rapporte combien? Il n'y a pas vraiment de retombées très importantes, il ne faut pas s'attendre à des retombées importantes. C'est sur le long terme, oui, ça amène un plus dans l'élevage et à sa reconnaissance. Mais, En fait, ça se valorise comment? Vous vendez la semence, le sperme des taureaux par exemple ou pas? Comment ça se fait? Comment ça se passe? La vente de sperme est très réglementée, ça se concrétise par la vente de reproducteurs, de fils éventuellement de taureaux qui sont présents ici, qui ont un prix ou des choses comme ça. Mais c'est surtout par la reconnaissance de l'élevage et donc une promotion pour l'élevage. Vous avez cette année choisi de mettre en avant la limousine. Comment décidez-vous comme ça finalement de qui va venir et qui va être mis à l'honneur ici? Nous avons bien sûr un comité d'organisation et les races qui veulent venir en concours national posent leur candidature et nous avons une programmation sur 3 ans. Ce qui veut dire que les éleveurs se préparent en se disant dans 3 ans ça sera la race que j'élève et donc j'irai au sommet? Oui, même s'ils ne préparent pas les animaux quand même 3 ans à l'avance, mais ils sont informés, ils sont informés que de l'année à laquelle le concours national passera. N'importe quel éleveur peut venir ou il y a une sélection particulière? Non, il y a une sélection qui est opérée par les organismes de sélection. Donc il y a des inspecteurs des races qui par rapport aux candidatures posées par les éleveurs, vont les examiner et une sélection est faite. Vous avez été toujours, chaque fois que vous êtes présenté, ça a marché? Oui, chaque fois que nous avons été présentés, on a été sélectionnés. Il faut dire, comme dit M. Berton, mais quand on sait qu'on a le sommet de l'élevage, surtout pour nous, les éleveurs d'Auvergne, on est finalement, on joue à domicile. Et donc, pour nous, c'est important de bien préparer les animaux pour le sommet de l'élevage. Bon, eh bien, il n'y a pas que des vaches, des taureaux et des veaux ici. Vous avez développé depuis combien de temps la race équine, par exemple? Ça fait... Non, les équins sont présents depuis tout le temps, mais disons depuis 7-8 ans, leur présence a augmenté. Alors, il n'y a pas uniquement des vaches reproductives, des vaches, enfin des animaux reproducteurs ou des races à viande. On va le voir avec les chevaux. Il y a des chevaux simplement pour le plaisir. Et Jérôme Domingue s'est pris pour un nouveau western. Regardez. Regardez, je suis avec Jean-Louis Albessard, Pierre-Olivier. Il vient de Rion-Ès-Montagne avec son cheval de race Auvergne. Et on fait un petit tour de calèche à la fraîche ce matin. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Voilà, super ce petit tour de calèche. Ouais, ben on va essayer de le faire repartir un petit peu. De toute façon, ce qu'on arrive en face. On dit que, les chevaux d'Auvergne sont des chevaux de loisirs. Voilà. Ouais, c'est des chevaux de loisirs. Bon, ici c'est un jeune cheval, un cheval de 3 ans, qui est en phase de dressage, qui se comporte pas trop mal pour l'instant. Et puis très obéissant et après rustique. Rustique, ça veut dire qu'il résiste au frimas, c'est ça? Voilà. On fait le tour. C'est des chevaux. Ouais. Marche. C'est des chevaux bien acclimatés chez nous, quoi, puisque à l'origine ils sont nés dans les montagnes. Hein. Ce cheval est né à 1400 mètres d'altitude. Hein, en plein hiver, dans la neige, il n'est jamais rentré à l'école. On va l'arrêter peut-être là, un petit peu. Ouais, c'est une race qui renaît un peu de ses cendres. Hein. Oui, exactement, hein, puisque bon, moi j'ai quand même un certain âge. J'ai travaillé avec ces chevaux étant jeune.
Et aujourd'hui, je suis bien satisfait du petit élevage qu'on a remonté avec ma petite fille. Bon, voilà, un petit cheval très rustique. Ça représente un petit cheptel, hein, la race Auvergne, à l'échelle nationale. Oui, c'est un petit cheptel, puisqu'on a un petit effectif encore. Hein, Combien de têtes? On a aux environs de 600 chevaux, je crois, avec 80 adhérents, je pense. Oh, pas à bouger. Pas à bouger. Voilà, c'est bien. Ah oui. Il montre des petits signes d'impatience Oui, quand voilà, même. exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a le hennissement des autres, les autres qui passent à côté, bon, ça le perturbe un petit peu aussi. Et c'est un cheval qui fait le salon de Paris, celui-là. Voilà, c'est un cheval qui a fait 2 années d'affilée à Paris. Première année, il a été travaillé à la selle. Deuxième année, il a fait le complet attelé monté. Bon, dans lequel il s'est pas trop mal comporté. Merci. Et puis voilà. Merci Jean-Louis, on va continuer nous notre balade dans les travaux du sommet de l'élevage pour montrer aussi qu'il n'y a pas que des bovins, il y a aussi des équidés ici à Pierre-Olivier. Voilà, et particulièrement le cheval d'Auvergne. Alors, Fabrice Berton, présenter comme ça de la diversité dans les élevages, c'est aussi important parce que ça représente aussi la diversité des territoires en fait. Bien sûr, des territoires, et aussi ça permet à notre région de montrer à travers cette diversité qu'elle dispose de races avec des qualités, des caractéristiques différentes qui peuvent s'adapter à toutes les situations de conditions d'élevage à travers le monde. Ça, c'est une filière, par exemple, le cheval d'Auvergne, on va dire de niche. Il y a très peu d'individus. Est-ce qu'ils auraient vocation à se développer ? C'est la volonté de l'association qui s'est créée il n'y a pas longtemps de se développer. Dans un premier temps, d'une sauvegarde d'une race et après de se développer. Et quand on est agriculteur, je m'adresse à vous, Monsieur Portal, l'intérêt c'est d'aller plutôt vers vraiment des races connues plutôt que d'essayer de trouver des vaches un peu différentes, un petit peu... C'est un choix d'éleveur. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et il faut, les productions de niche, comme vous dites, sont importantes puisqu'elles permettent à des éleveurs de vivre, souvent en vente directe. Et après, lorsqu'on est dans des grandes races plus nombreuses comme la limousine ou la charolaise, bon, on est amené à suivre des filières plus classiques. Et donc, parce qu'on entend beaucoup parler, il y a un mot qui revient tout le temps ici, c'est génétique. Mais pour avoir une bonne génétique, il faut de la diversité aussi. Voilà. À terme, au niveau, on va dire, mondial, c'est intéressant quand même d'avoir des vaches très différentes. C'est l'intérêt, et on ne sait pas forcément la génétique qu'on va avoir besoin dans quelques décennies. Donc c'est important de garder toute une diversité de races, même au niveau d'une race, de différents types d'animaux, pour s'adapter en permanence à la consommation. Bien, on va voir maintenant, parce que vous êtes une des professions, si ce n'est la profession qui sur un siècle finalement a subi le plus d'évolutions technologiques, c'est absolument incroyable. Alors on va voir justement que les évolutions mécaniques, numériques, technologiques ne sont pas uniquement au service de la productivité, comme on peut le penser, mais aussi parfois au service de l'environnement. Et on retrouve Jérôme Doumingue à côté d'une très grosse machine un peu étonnante. On s'est déplacé un petit peu dans les travaux du sommet de l'élevage et on se retrouve auprès d'une magnifique bineuse, un engin de désherbage mécanique dont ce monsieur va nous parler parce qu'il est un petit peu révolutionnaire, hein, ce matériel. On est là pour parler des désherbants, évidemment chimiques, et on sait combien c'est un enjeu de demain aussi pour préserver l'environnement. Oui, tout à fait. Effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus de contraintes réglementaires et légales sur tout ce qui est le désherbage chimique. Donc, l'ensemble des agriculteurs vont devoir trouver des solutions pour composer avec ces contraintes et au final avoir une agriculture plus durable et raisonnée. Qu'est-ce que vous proposez finalement avec ce matériel-là? Expliquez-nous un petit peu comment il fonctionne. Donc aujourd'hui, on a un élément qui va permettre de travailler mécaniquement sur l'ensemble de l'interrang. Schématiquement, on va avoir une rangée de maïs par exemple ici et une autre là. Donc les dents, elles, vont arracher tous les adventices, les mauvaises herbes dans l'interrang. Va toujours se poser la question des adventices sur le rang. Et pour ça, on a la possibilité d'avoir une cuve avec donc un produit chimique qui va venir traiter uniquement le rang. Ça permet malgré tout de réduire de l'ordre de 60 à 70% la quantité de produits chimiques et de garder le mécanique complètement sur l'interrang. Vous répondez à une réelle demande des agriculteurs dont on dit par raccourci qu'ils sont aussi pollueurs.
Alors ça c'est un mauvais raccourci parce que je pense qu'ils ont beaucoup progressé bien plus que d'autres secteurs d'activité. Après eux ils ont des contraintes aussi au quotidien dans la gestion des adventices. Mais c'est vrai que par contre on voit bien qu'il y a une évolution forte. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui est très importante. Ils ont cette envie de bien faire. C'est des amoureux de leur terroir et ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir préserver leur terroir. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps ils n'avaient pas forcément de solution alternative. Et là ils en regardent de plus en plus. Et c'est sûr qu'on s'améliorera dans les années à venir. Ok, donc ça c'est un matériel innovant qui existe depuis combien de temps? Alors, la bineuse en elle-même existe depuis très longtemps. Par contre, l'association avec du désherbinage et nous des systèmes de guidage par caméra pour avancer avec la machine, en fait, on a eu de l'innovation permanente sur ces machines. On a eu une médaille sur un salon dernièrement, justement pour la gestion du guidage caméra. Et l'avenir c'est quoi? L'avenir, c'est sûr que ça passera par le désherbage mécanique. Désherbage mécanique. Ouais. Fini les produits phytosanitaires. Ça viendra, c'est sûr. Voilà. Message d'espoir hein, ici sur ce rayon des engins mécaniques. Voilà un message d'espoir, peut-être plus de produits phytosanitaires ou chimiques un peu problématiques pour l'environnement et de la mécanisation, de la robotisation. Alors nous ont rejoint sur ce plateau Gérard Danibert, membre d'Axema. Alors Axema, c'est le syndicat, on va dire, des industriels de l'agroéquipement, c'est bien ça? Oui, bonjour. C'est vous qui coordonnez en fait, vous avez une vision sur tout ce qui se fait au niveau machine en fait. C'est le syndicat qui regroupe 283 adhérents de fabricants français de matériel et d'équipements d'agroéquipement. Et puis Benoît Delalloy, vous êtes donc le responsable international de ce sommet de l'élevage. Bonjour. On va donc évoquer aussi avec vous tout ce qui est, toute la projection extérieure du sommet. Alors première question, pour vous Monsieur Dalibert, la robotisation, on peut imaginer aujourd'hui aller jusqu'où? On peut aller très loin parce qu'elle amène un vrai support sur différents axes. D'abord, un vrai support à l'éleveur. Ça lui améliore considérablement ses conditions de travail, ça lui enlève beaucoup de pénibilité, ça prévient les troubles musculo-squelettiques, moins d'arrêt de travail, plus de confort. Alors les éleveurs aujourd'hui doivent être aussi informaticiens, ils doivent être mécaniciens. C'est vraiment, on l'a dit à un instant, c'est un métier qui a vraiment été bouleversé autour de ce dernier siècle. Les éleveurs doivent être chefs d'entreprise, chefs d'équipe, hommes orchestre, doivent pouvoir combiner énormément de paramètres pour arriver à produire dans de bonnes conditions. Alors on a vu des machines qui désherbent, on va dire, de façon mécanique mais intelligente. La robotisation, c'est quoi l'avenir? C'est finalement des tracteurs qui travaillent tout seuls avec des systèmes satellites, Galileo ou GPS? C'est effectivement tout ça. On vit une profonde mutation dans l'équipement du machinisme agricole avec des automatisations, des robotisations, de l'optimisation dans la production, et le machinisme est un élément essentiel de la production. Est-ce que le revers de la médaille, c'est pas de se retrouver comme aux États-Unis par exemple avec des exploitations immenses, un agriculteur, de tas de machines et plus de vie dans les campagnes? Je ne le crois pas. Je pense que cohabitera sans doute deux modèles à terme. Un modèle peut-être dit industriel, où on a besoin de produire des volumes pour nourrir un nombre croissant de population, et puis un autre modèle plus proche, plus familial, avec une production de proximité, de qualité. Les filières bio, par exemple, se développent énormément. Avec beaucoup, effectivement, de mécanisation et pas de produits qu'on balance. Avec donc des tâches qui pouvaient être traitées chimiquement, qui sont aujourd'hui traitées mécaniquement. Benoît Delalloy, c'est ce que viennent chercher les étrangers qui viennent au salon, ça, ce type de nouveautés? Oui, pour une partie d'entre eux. Par contre, c'est vrai qu'on est principalement connu à l'étranger pour être un salon d'élevage et vraiment axé sur la génétique. Donc j'ai coutume de dire que l'éleveur irlandais, allemand ou italien ne vient pas ici acheter un tracteur Massey Ferguson, il a le même à la maison. Il vient chercher ici ce qu'il n'a pas chez lui. Et ce qu'il n'a pas chez lui, ce qu'il n'a pas, c'est quoi? C'est le secret de l'élevage? C'est le dernier taureau charolais, c'est la dernière lignée de race limousine. Ils savent que c'est ici qu'il y a la meilleure sélection au monde. Donc ils viennent faire leurs courses avant tout de génétique, mais en se promenant dans le salon, ils voient l'offre effectivement d'équipement et il n'est pas dit qu'ils repartent avec eux avec une petite commande quand même. Vous dites la course de génétique, on a l'impression que c'est complètement scientifique, mais en fait on a une carte génétique, mais après il y a quand même l'œil de l'éleveur qui compte. Exactement, heureusement restera toujours l'œil de l'éleveur et le travail de sélection de X générations. Aujourd'hui la génomie va aider, va faire gagner du temps, mais au final ce sera toujours l'œil de l'éleveur qui aura le dernier mot.
Alors, on l'a vu, on a parlé beaucoup des éleveurs, des professionnels. Il y a aussi quand même des gens, des amoureux de la terre, hein, qui viennent ici se balader dans les allées de ce sommet d'élevage. C'est vaste, il y a 18 hectares. Et Jérôme Domingue a trouvé deux passionnés, deux amoureux de la terre. Voilà, on s'est rapproché des chevaux de trait. Et puis apparemment, on n'est pas les seuls à avoir notre curiosité aiguisée. J'ai rencontré deux visiteurs du sommet. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, bonjour messieurs. Et vous êtes passionné de chevaux vous? Moi j'adore le cheval. Dans le temps, je faisais un peu d'équitation. Et puis je suis tombée et depuis, terminé. Vous êtes venu exprès pour les chevaux ou pas? On est venu pour les chevaux, mais un peu tout, quoi. Les chevaux. Ah bon? Ah oui, oui. Mais pour tout en général. Mais les chevaux, ça m'attire. On a un fils qui est paysan. Donc, on aime bien tout ce que produit Madame Terre. Est-ce que sur Madame Terre? Dame Nature, vous voulez dire, c'est ça? Madame Terre, c'est Madame la Terre qui produit. Ah, c'est Madame la Terre. C'est Madame la Terre qui produit. Et la nature, elle l'aide. Mais c'est la Terre. Hein? C'est la terre nourricière, c'est ça? C'est la grande terre nourricière de l'île. Donc vous êtes venu la célébrer là. Eh ben, on est venu voir un petit peu ce qui se passe. Regardez, et puis il a l'air de vous dire quelque chose aussi. Mais lui, il est en train de me dire, tu viens me monter, mais bon. Non, ça m'a échaudé, c'est fini. Bon, mais j'adore les chevaux, j'adore. Oui. Et vous venez d'où alors? Nous, on est de Clermont-Ferrand, à Dalé. Mais à la base, on vient de Dijon, on vient de Bourguignon. Et ce cheval, qu'est-ce qu'il pourrait faire alors là? Ce cheval, Il pourrait servir à quoi? Oh ben moi, je pense, moi, si j'étais cultivatrice, moi, je m'en servirais pour faire le trait. Pour tirer la charrue. À l'ancienne? À l'ancienne, mon papa, il était comme ça, cultivateur en Bourgogne, et il avait un cheval pour faire les labours, pour faire... Ah oui. Mais ça serait rentable ça? J'en sais rien, mais je ferais ça à ma mesure et tout ça. Il me semble que si je... Allez le proposer à votre fils agriculteur, qu'est-ce qu'il va en penser? Lui, il a des vignes. Je crois pas que ça servirait. Mais si, entre les rangs de vignes. Ouais, mais avant, non. Mais les chevaux, ça reste le classique de la vie, quoi. 5000 ans avant. C'est l'animal le plus fidèle de l'homme. Oh, je sais pas. C'est surtout beaucoup plus fidèle qu'une femme. Hein. Moi, je fais confiance aux animaux. Les animaux, c'est... Ah oui. Aux animaux, est obligé avec la femme, quoi, tu veux. Non. L'animal, c'est bien beau, mais... Les animaux, c'est merveilleux. Voilà. Ça a vraiment une éthique... On a lancé un débat, Pierre-Olivier, ici, au rayon des chevaux de trait. À méditer tout ça. Peut-être pas quand même. Voilà, nous allons plutôt méditer sur la question internationale maintenant. Et Silas Bayeban, correspondant d'Afrique Agriculture en France, nous a rejoint. Cher confrère, bonjour. Merci, bonjour. Alors, vous avez évoqué, monsieur Delalloy, tout à l'heure les éleveurs irlandais, les éleveurs africains qui arrivent à obtenir un visa. Ils sont malheureusement pas toujours facilités dans leur volonté de déplacement, mais ceux qui arrivent à venir ici, que viennent-ils chercher? Déjà, je veux vous dire remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, la difficulté majeure que je peux commencer à souligner pour faire venir des gens ici se pose au niveau des visas. Donc là, on a du mal. Des gens ont toute la bonne volonté, on inscrit pas mal de gens, mais c'est très difficile. Ils ont du mal. Une fois arrivés, ils cherchent quoi? La génétique, des solutions de productivité ou simplement, on va dire, améliorer leur technique? Tout. La génétique, les exportations, les fournisseurs de matériel, d'intrants, de tout. Voilà, ils cherchent vraiment un peu de tout. Est-ce que vous adaptez, Benoît Delalloy, en fonction de la demande des éleveurs? Alors on essaye, en tout cas sur le salon déjà il y a une offre très très importante, très variée, et ensuite ce qu'on propose aussi principalement pour nos visiteurs internationaux, ce sont des visites d'exploitation et également d'outils industriels. Donc là aussi il y en a pour tout le monde, les gens qui s'intéressent aux abattoirs, aux techniques de découpe, à la génétique, aux fromageries, aux centres de recherche. Voilà, dans notre catalogue on a vraiment l'éventail complet de l'industrie agroalimentaire. Silas Bayeban, il y a aussi un intérêt des éleveurs d'aller en Afrique, parce que tout le monde le dit, l'Afrique c'est le continent du 21e siècle. Tout à fait. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des problèmes d'un côté comme de l'autre, mais je pense qu'il se poserait moins à un éleveur français de venir en Afrique. Ce serait encore plus accessible pour eux que pour nous en Afrique. Évidemment, il y a plusieurs Afriques. Quelles sont les races, par exemple, de vaches qui ont un peu la cote chez vous? C'est des zébus, c'est parfois des métissages qu'ils prennent. Ils achètent ici des races d'Holstein ou bien des Montbéliards
pour pouvoir faire des métissages, pour améliorer la génétique. Vous êtes Camerounais, quel type d'élevage il y a au Cameroun? C'est des Quel type de race plutôt? Des races locales qu'on appelle des Goudali, qui sont des races la race la plus répandue, qu'on arrive souvent à faire des métissages avec des races étrangères. Benoît Delalloy, vous apprenez, vous, des éleveurs africains aussi, quand ils viennent, ils vous disent cette vache, on pourrait la croiser avec une autre, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant? Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils nous disent et ça les fait rêver. Tous les étrangers, pas seulement les Africains, sont bluffés par nos animaux, par nos présentations animales. Ils rêvent tous de ramener un beau taureau charolais chez eux, effectivement, pour essayer de les croiser avec leur race locale. Bon, malheureusement, c'est pas toujours facile à faire, mais effectivement, oui, ça les fait rêver. Est-ce que ça reste vraiment, comme on dit, le savoir-faire de l'élevage français qui reste, on va dire, attractif, pour pas dire un petit peu en avance sur le reste du monde? Tout à fait, on est reconnu pour voyager beaucoup à travers la planète. Je peux vous dire que l'élevage français est extrêmement reconnu partout où on va, que ce soit pour l'élevage viande, l'élevage lait, les ovins. On est extrêmement reconnu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une force d'attraction auprès de l'international qui est énorme. On l'a vu, 31 pays. Et d'autres. Écoutez, on arrive quasiment à la fin de cette émission. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les deux d'avoir conclu avec nous sur ce bord du ring. Le concours est en train de se... Allez, un petit mot, vite. Je voudrais peut-être souligner la présence africaine qui s'est faite remarquer cette fois-ci, contrairement aux éditions passées, signe quand même que le sommet de l'élevage est en train de faire une expansion. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Allez, merci à Denis Milan, à toutes les équipes techniques, à Jean Forneris et Fabrice Orny qui m'ont aidé à préparer cette émission. Il reste... c'est fini. Merci, au revoir.